Hop, c'est bon, normalement, on est en direct, les gens vont pouvoir rentrer dans le studio. Salut Florian, Salut tout le monde. Salut j'espère que Flavien. vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien, si la vidéo fonctionne bien. Comme d'habitude, les petits bugs, ça peut arriver. Ah, du coup, je vois pas le chat. Ah, si, c'est bon. Salut. Hop, 35 personnes. On va attendre parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits. On était pratiquement 200 inscrits sur ce live. Du coup, il devrait y avoir pas mal de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Je ne sais pas si y en a sûrement pas mal d'entre vous qui nous connaissent déjà, qui connaissent Florian, qui connaissent Faro. Donc, on est content de se faire ce live avec vous. On va attendre un peu que tout le monde se connecte avant de commencer et de se présenter. Mais ouais, pour faire un peu d'histoire, c'était la suite logique du dernier live que l'on a fait sur Faro. On a fait un live avec Alexandre Brenk, un spécialiste en copywriting. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est disponible sur YouTube. Et la suite logique, c'était d'appeler un autre expert de l'autre bande, du coup Florian, pour attaquer la suite. On a vu surtout le premier message et là, les relances, quelque chose dont Florian est aussi expert. Et on n'en parle pas souvent, donc nous, ça nous tenait à cœur de Ouais, faire un carrément. live dessus. Carrément, carrément. Parce que toi, Florent, ça fait quand même un petit moment aussi. Tu fais partie des premiers à faire de l'outbound. Je pense tu as commencé quand, toi, les campagnes? Ouais, mes toutes premières campagnes, je pense, il y a 4-5 ans. Moi, c'était encore très brouillon. Et là, tu vois, ça fait 2-3 ans que je suis vraiment focus là-dessus. Puis j'avais commencé à utiliser Faro il y a un moment déjà. Au tout début, ça a bien évolué depuis. Et ouais, il y a eu des beaux changements sur Faro depuis. Et aussi beaucoup de changements sur la prospection de manière générale. Ouais, clairement, c'est vrai que la prospection a pas mal évolué. La plateforme on a pas mal évolué. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont déjà sur Faro, il y a beaucoup de nouvelles features aussi qui arrivent. On a beaucoup de demandes, notamment sur l'import, du coup, rechercher des comptes et ensuite aller chercher des prospects. Donc, avec Faro, maintenant, avec un sirène, un nom commercial, un site web, vous pouvez aller chercher une liste de comptes. Vous pourrez bientôt avoir des nouvelles features, notamment importer un CSV et aller chercher des comptes derrière. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de nouvelles features qui arrivent. Donc, ça va être cool. Ouais. Bon, allez, on va laisser les gens se connecter, puis on va pouvoir commencer. Bah, déjà, Florian, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, carrément. Eh ben, Florian, salut à tout le monde. Je suis growth B2B. J'ai une spécialité sur l'outbound. Ça fait vraiment, comme je le disais, 2-3 ans que je suis focus sur l'outbound. Je suis freelance. Et à côté de ça, j'ai un média, certains connaissent peut-être, j'ai un média qui s'appelle Outbound House, dans lequel j'interviewe en vidéo des experts ou des expertes en prospection. Et l'idée, c'est qu'ils viennent partager l'une de leurs séquences. Donc c'est quelque chose, c'est très concret. On n'est pas sur du média inspirationnel. On voit vraiment en détail des séquences. Et puis voilà. D'ailleurs, on avait fait un épisode avec Alexis de Faro. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, ça fait longtemps que je suis, du coup, je crois, depuis tes débuts. On a mis le lien, du coup, dans le chat où il s'affiche à l'écran. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille vivement. Franchement, ça analyse des campagnes dans le concret. C'est pas mal inspirationnel et surtout pour s'améliorer. Et donc, franchement, c'est super contenu que fait Florian en vidéo, en plus, qui change un peu de la newsletter classique. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Merci. Et du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou ne connaîtraient pas Faro, du coup, moi je suis Flavien, je suis growth chez Faro. Je m'occupe du coup de toute la partie marketing acquisition. Et ceux qui ne connaîtraient pas Faro, donc on est une plateforme du coup B2B de prospection. On va permettre de réunir toutes les informations sur les entreprises et les prospects en France pour vous permettre de créer des listes de prospection ultra segmentées et les insérer vers votre outil d'envoi ou votre CRM en quelques clics. Allez, on va pouvoir commencer. Du coup, si vous êtes prêts, c'est parti. Ouais, let's go. Et ben du coup, on va commencer par vous présenter comment va se dérouler le webinaire. Euh, L'idée en fait de ce webinaire, c'est que, comme le disait Flavien, dans la plupart des contenus sur l'outbound et sur la prospection, on se concentre beaucoup sur le premier message. Et c'est très bien parce que le premier message, il est important, mais on parle très peu des réponses, des relances, pardon. D'où l'idée de ce webinaire. Donc, on verra déjà dans un premier temps pourquoi faire des relances. Vous verrez qu'il y a des raisons qui sont assez évidentes, d'autres un peu moins. L'idée ensuite, c'est qu'on vous montre quelque chose d'assez concret. Je vous montrerai les différents types de relances qu'il est possible de faire, et puis surtout, à l'appui, je vous montrerai des exemples
Alors, c'est soit des exemples que j'ai créés moi-même à l'occasion du webinaire, soit des exemples de mes propres séquences, soit des exemples aussi des séquences qui ont été partagées sur Adbone House. Donc déjà, ça vous donnera une idée globale de comment bien faire une relance. Je résumerai tout ça sur une slide où je vous donnerai les clés d'une relance réussie. Et puis ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions et qu'on y réponde en live. Yes. Et n'hésitez surtout pas, le but quand on fait live, c'est que ce soit le plus interactif possible. Il y aura une petite session de questions-réponses à la fin, mais bien entendu, s'il y a des questions qui sont en lien du coup, avec ce que présente Florian directement, vous pouvez poser la question, on s'interrompra aussi à des moments dans le webinaire pour y répondre à quelques questions au fil de l'eau, et puis après, toutes les autres questions, on prendra le temps à la fin. Ouais, ouais, je ne verrai pas forcément les questions pendant que je parle, donc n'hésite pas à m'interrompre, Flavien, s'il y a une question que tu veux montrer. Carrément. Alors, on va commencer directement avec pourquoi relancer ses prospects. Là, je vous ai montré une statistique. Alors, ce n'est pas une statistique que j'ai trouvée sur le net ou une statistique d'une étude, parce que généralement, je trouve que les stats qu'on trouve à propos de la prospection et du cold emailing, on va avoir énormément de biais. Des fois, c'est des statistiques qui sont faites sur d'autres pays. On sait que la prospection, suivant le pays, c'est très différent. Ça, c'est vraiment la grande tendance que moi, j'observe sur mes propres campagnes. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une séquence assez simple. Une séquence qui aurait 4 messages. Évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué parce que souvent, il y a du multicanal, du LinkedIn, du cold email. Mais là, je voulais vraiment simplifier pour vous faire comprendre. Moi, ce que j'observe souvent, c'est que dans mes réponses, j'ai 40% des réponses qui arrivent sur ma séquence qui vont arriver sur le premier message. Donc, effectivement, j'ai le gros des réponses qui arrivent sur ce message, d'où l'importance de le travailler. Mais ce qu'on observe, c'est que j'ai quand même 60% des réponses qui arrivent sur les relances. Ouais, généralement, la tendance, c'est 20, 15, 25. J'ai pas mal de réponses aussi sur le dernier mail de repêchage, on y reviendra après. En gros, l'idée, c'est de vous dire que 60% des réponses, elles arrivent sur les relances. Si on ne fait pas de relance parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de saouler les gens, etc., on se prive de 60% de ces relances et donc potentiellement de 60% de ces opportunités. Ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, pour rentrer sur le pourquoi c'est important de faire des relances, la première raison, elle peut paraître assez évidente, mais en fait, quand vous envoyez un message à quelqu'un, déjà, il reçoit potentiellement plusieurs messages de prospection tous les jours. Puis en fait, surtout, cette personne, elle a un travail, elle a une vie personnelle, elle a des réunions, elle a des dossiers à rendre. C'est basique, mais en fait, ça va souvent expliquer pourquoi un prospect, même intéressé, il peut pas vous répondre à un instant T, en fait. Ça se peut tout à fait que votre message l'intéresse, que ce que vous avez à lui proposer l'intéresse, mais tout simplement, il n'est pas disposé à répondre à ce moment-là parce qu'il file en réunion. Et en fait, le simple fait de faire des relances, vous allez multiplier les opportunités d'arriver à un moment où le prospect, il est plus enclin à vous répondre. Ça, c'est pour la première raison. La seconde raison, c'est que ça se peut que vous n'ayez pas trouvé le bon canal pour l'adresser. Alors, quand on parle de canaux, souvent, évidemment, on parle de LinkedIn et de cold email, hein. D'ailleurs, le gros de mes campagnes, c'est sur ces deux canaux. En fait, le simple fait de faire du multicanal, ça vous oblige à faire des relances. Parce que si vous n'avez qu'un message sans relance, par essence, ça va être du single canal. Quand vous faites des relances avec une séquence multicanal, déjà, ça permet d'optimiser les chances d'obtenir une réponse, parce que vous allez pouvoir trouver le canal sur lequel le prospect est le plus réactif, et ça vous oblige à faire une relance. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure un peu plus concret des relances qu'on peut faire dans une démarche multicanal. Enfin, là, c'est le point sûrement le plus important, c'est on fait des relances parce qu'on n'a pas joué toutes nos cartes. En fait, l'erreur classique dans la prospection, c'est qu'on veut tout dire sur le premier message, donner tous ses bénéfices, toutes ses propositions de valeur, etc. Et puis, le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des messages qui sont hyper longs souvent, qui sont pas du tout digestes, qui sont illisibles. Au final, les prospects, ils ont la flemme de le lire. S'ils ont la flemme de le lire, ils vont encore moins y répondre.
Euh, et surtout, en fait, quand on donne tout sur le premier message, le problème, c'est que on n'a plus rien à dire sur les relances. Et puis, on se retrouve à être obligé de faire des relances du type voilà, Flavien, j'imagine que vous êtes occupé. Est-ce que vous avez eu le temps de lire mes précédents messages, etc. Et on fait que des relances comme ça, où évidemment, on va vite saouler les gens. Même si, pour la parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier ce type de relance, mais j'en reparlerai plus tard. Mais la grande idée que je voulais donner ici, et puis c'est une idée qui va structurer un peu tout le reste de ce que je vais dire, c'est que l'idée, c'est de jouer au fur et à mesure ces cartes jusqu'à trouver celle qui va vraiment déclencher une réponse. Et en fait, le fait d'apporter des éléments supplémentaires, des cartes supplémentaires, ça suffit à justifier une relance. Ça suffit à justifier auprès du prospect pourquoi vous le contactez à nouveau. Vous le contactez à nouveau parce qu'il y a un autre élément que vous n'aviez pas précisé sur vos précédents messages que vous voulez apporter. Et enfin, j'ai un dernier point qui est peut-être un peu moins évident. En fait, comme je le disais tout à l'heure, souvent les gens ils ont peur de faire des relances parce que en fait ils ont peur de saouler leurs prospects. Et il y a une part de vérité parce que c'est vrai que ça peut quand même vite saouler les prospects si c'est mal fait. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que sur certaines cibles, et c'est assez fréquent, c'est que j'ai des prospects qui remercient carrément de les avoir relancés. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec un message, voilà, euh, merci Florian, merci de m'avoir relancé. Et derrière, ils répondent à la question que je leur pose. Alors, évidemment, ça demande à ce que les relances soient bien faites. En fait, moi, mon avis, c'est que le simple fait de faire des relances, ça montre que vous n'êtes pas simplement en train de jeter une bouteille à la mer avec un seul message que vous auriez envoyé à la terre entière. Ça renforce le sentiment qu'il s'agit d'une, entre guillemets, d'une vraie prospection de la part d'une vraie personne. Et ça, vous allez avoir certains prospects qui y seront sensibles, particulièrement si vous le faites sur du multicanal. Et ben, ce que je vous propose, je ne sais pas s'il y avait des questions. On a terminé du coup pour la partie pourquoi faire des relances. Maintenant, je vais attaquer des cas concrets de relance à travers des exemples illustrés. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant sur les 3 premières. Je pense on peut avancer, Flo. Ouais, ok. Et ben, c'est parti. Du coup, maintenant, je vous donne des exemples de relance. Le premier type de relance qu'on peut faire, qu'on voit assez souvent, si on le voit assez souvent, c'est parce qu'il fonctionne bien, c'est la ressource. Donc, en fait, la ressource, l'idée, c'est d'apporter de la valeur à votre prospect et qu'il puisse se projeter sur votre proposition de valeur. Moi, je trouve idéalement, quand on pousse une ressource, si on peut le faire dans le cas particulier des SaaS sur lesquels on peut obtenir un livrable, si on peut fournir un échantillon de ce livrable de façon personnalisée, c'est vraiment le top. Donc pour ça, je vous ai mis un exemple. Là, j'ai pris le cas où, mettons que, c'est un cas fictif, mais mettons que moi, j'ai un outil j'ai un outil SEO. J'aime beaucoup prendre des exemples sur les agences ou les outils SEO parce que je trouve que ça se porte à pas mal d'exemples. Là, je pourrais dire, bah tiens, bonjour Flavien. Je viens de faire un export avec mon tool de 50 mots-clés sur lesquels tu devrais te positionner pour le SEO de Faro. Tu peux y accéder ici. Donc là, j'ai un lien sur lequel le prospect peut accéder au livrable que je lui ai fait. Donc là, l'idée, c'est que c'est un livrable personnalisé. Hein. C'est un livrable que j'ai fait vraiment pour Faro. Et puis derrière, je peux avoir un call to action où je lui propose de lui montrer plus en détail ce livrable lors d'une démo ou lors d'un call. En fait, l'intérêt, si je fais ce type de relance, c'est que derrière, je peux encore avoir ce type de relance. Où je veux dire, bah, tiens, Flavien, qu'est-ce que tu as pensé de cette liste de mots-clés? Là, on est sur un message très court hein, qui est particulièrement adapté au format de la messagerie LinkedIn. Donc, on voit qu'avec cette ressource, déjà, ça peut me permettre de justifier 2 relances. Après, derrière, sur la ressource, ce qu'il faut, c'est faire preuve d'imagination. Là, c'est un peu le cas parfait où vous avez un livrable, où vous pouvez vous permettre de faire des exports en batch comme ça pour pouvoir les utiliser facilement sur une campagne de prospection. Un autre exemple qui peut être plus facile à utiliser, là, c'est un exemple d'une séquence que Jérôme Rossa avait partagé sur un épisode de Outbound House. En fait, il poussait
Donc, il avait une séquence qui était en lien avec Sales Navigator. Sans rentrer dans le détail, c'était lié à Sales Navigator. Et lui, il se trouve qu'il avait fait un guide sur comment utiliser Sales Navigator. Il en profite pour l'utiliser dans ses relances. Alors, je ne sais plus si c'était message 2 ou message 3, où il donne le lien de son guide et il ouvre la conversation en demandant ce que la personne en pense. Il y a deux questions là. Là, Florian, moi j'en ai une petite, puis il y en a une sur le chat aussi. C'est quand tu Ouais, mets une dis-moi. relance, comme tu l'as dit, tu changes de canal, par exemple, tu vas aller sur LinkedIn, est-ce que vous avez bien reçu du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la liste de mots-clés? Est-ce que tu vas mettre des triggers du type que s'il a ouvert du coup l'email, tu vas lui envoyer ce message, ou tu l'envoies à tous les prospects, comme ça permet aussi, si jamais il n'a pas vu ton email, de te demander de quoi tu parles. Ouais, alors je veux l'envoyer à tous les prospects parce qu'effectivement, s'il l'a vu et qu'il m'a pas répondu, la relance, ça va lui permettre de l'inciter à me répondre. S'il l'a pas ouvert, si c'est un mail, si j'ai pas d'ouverture sur le mail ou pas de clic, je veux quand même lui demander parce que là, à ce moment-là, ça va l'inciter à revenir au précédent message et à l'ouvrir. Euh, Après, on peut, hein, dans ces workflows, mettre des conditions. S'il a ouvert, alors j'envoie tel mail. S'il a pas ouvert, alors je lui envoie tel mail. Mais là, dans ce cas précis, ça m'intéresse de le relancer avec ce type de relance dans les deux cas. Ok, ouais, je vois, hyper clair. Et une question de David aussi, je te l'affiche à l'écran. En même temps, la ressource, du coup, le GIF, on ne donne pas depuis le call initial, depuis je pense, le premier message. C'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus, Flo? Je suis pas sûr. La question, c'est de savoir si on le donne pas directement dans le premier message. Ouais, pourquoi tu vas mettre un call to action plutôt que de mettre directement le lien de la ressource, par exemple? Pourquoi j'aurai un premier message ou j'aurai un autre type de message et j'utiliserai cette relance. Pourquoi j'utiliserai pas ce message en fait? Attends, je vais y revenir. Bon, Pourquoi ouais, j'utilise pas ça sur mon premier message, c'est ça? non, soit, je sais pas, faudrait que David nous précise la question, mais moi je la voyais plus du style, pourquoi en fait, c'est parce que tu mets le lien, ah oui, vous pouvez accéder ici, le lien 1, je croyais que tu n'avais pas le lien dedans. Ouais. Oui, du coup, voilà, pourquoi tu mets pas ça dès le premier message, ce que demande David. Je peux tout à fait avoir une approche où je mettrai ça dès le premier message. Ça peut être, en fait, ça peut structurer mon approche de manière globale. Maintenant, si j'ai un premier message qui va plutôt être orienté à proposition de valeur, ou alors si je rebondis sur de l'intent data, je peux m'en servir également comme une relance. Mais oui, c'est vrai on peut s'en servir sur un premier message également. Ouais, tu dis en gros, pourquoi pas envoyer la ressource dès le cold email. De toute façon, ça, Ouais. c'était du cold email aussi, hein. Je pense que ce que tu veux dire, c'est le premier message. Et ensuite, j'ai des questions. Ouais, j'ai vu qu'il y a des questions sur le fait d'utiliser un lien, est-ce que c'est pas dangereux, etc. En fait, il y a toujours des bonnes et des mauvaises pratiques en termes de délivrabilité. Le fait d'utiliser des liens, c'est clair que c'est pas forcément une bonne pratique en termes de délivrabilité. Moi, j'essaie toujours de placer le curseur. Qu'est-ce que ça peut m'apporter en termes de résultats et qu'est-ce que ça peut faire en termes d'impact sur ma délivrabilité. C'est pareil avec le fait d'utiliser des images. C'est pareil, par exemple, si vous voulez faire de la prospection vidéo, envoyer des looms, à un moment, vous êtes obligé d'envoyer un lien. Donc, en fait, c'est à vous de placer le curseur sur ce que ça peut vous apporter versus l'impact que ça va avoir en termes de délivrabilité. Maintenant, le fait de pas non plus catastrophique d'ajouter un lien. Ça dépend aussi le nombre de mauvais points que vous allez avoir côté délivrabilité dans votre séquence. Mais le fait d'avoir un lien, moi, je me l'interdis pas du tout parce que sinon, ça va être beaucoup trop restrictif sur ce que je peux faire. On est bon? Et je pense qu'on est bon, là. Quelques petites questions, mais on les prendra après, surtout à la Ouais, fin. on reprend les questions en Q&A. Du coup, le use case aussi grand classique, hein. L'idée, c'est une fois on a fait part de notre proposition de valeur, on veut le prouver parce que c'est pas le tout de le dire. Donc, l'idée, c'est de montrer comment on a obtenu tel résultat grâce à telle méthode avec un client qui ressemble à la personne que l'on cible. L'idée, c'est voilà, c'est pas juste de dire, voilà, on a bossé avec Avast, Publicis, etc. C'est de montrer concrètement ce qu'on a fait pour eux et ce que ça leur a apporté. C'est bien plus puissant que juste faire du name drop comme ça sur des références.
Donc, qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple? Là, je vous ai donné un exemple là, là pour le coup, c'était une séquence que Guillaume Albizetti avait fait. Une séquence où il allait cibler des supermarchés. Et là, le use case qu'il a utilisé, c'est un reportage qui avait été fait par France 2. En fait, il montre son use case à travers un reportage et derrière ce que ça leur a apporté concrètement. Donc là, encore une fois, on n'a pas toujours un reportage à disposition. Ces use cases, vous pouvez les construire vous-même. Vous pouvez faire une petite landing page sur Notion, vous pouvez faire un petit PDF. Mais l'idée, c'est de détailler un peu votre méthode, ce que ça a apporté sur un client similaire, et puis quels résultats ils ont pu obtenir grâce à votre méthode. Voilà, là c'est un cas un peu plus, enfin, un cas qu'on peut faire peut-être un peu plus facilement. Voilà, on vient de faire un use case. On détaille la méthode qu'on a suivie pour permettre à tel client similaire d'obtenir tel résultat en 3 mois. Voici le lien. Voilà, encore une fois, j'utilise un lien. Euh, oui, ça va avoir un impact sur ma délivrabilité, mais ça va avoir surtout un impact sur ce que je peux obtenir en termes de réponse. Là, je donne le lien. Dans certains cas, on peut aussi se permettre de la détailler directement dans le texte. Je trouve que c'est compliqué parce que tu te retrouves vite avec des messages. Si vraiment tu veux expliquer ta méthode, tu vas rarement l'expliquer en 3 phrases. C'est pour ça que je privilégie l'usage d'un PDF ou ça peut être. On peut avoir le use case qui est directement hébergé sur son site web. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on a fait et ce que ça apporte. La fonctionnalité, la value proposition qui est différente. En fait, ça, c'est particulièrement vrai sur les SaaS. On a de plus en plus d'outils. On a plein d'outils qui sont un peu couteau suisse, qui répondent à différentes fonctionnalités. En fait, vous n'allez pas pouvoir expliquer toutes ces fonctionnalités dans un seul et même mail. Pareil, votre proposition de valeur, elle peut être abordée de différentes manières. Donc, en fait, là, l'idée sur ce type de relance, c'est de mettre en avant potentiellement d'autres fonctionnalités, d'autres bénéfices, jusqu'à trouver ceux auxquels le prospect est sensible. Évidemment, ces fonctionnalités, ces propositions de valeur, dans un premier temps, on va les sélectionner par rapport à notre persona pour être sûr que ce soit pertinent. Mais quand bien même on a fait cette sélection, on sait qu'il va y avoir différents bénéfices, différentes propositions de valeur à amener. Et l'idée, c'est de varier. Et là, pour le coup, si je ne me trompe pas, j'ai mis un exemple de Faro, Flavien, que Alexis avait montré sur une séquence d'Outbound House. Donc, il avait déjà un premier message qui était, euh, qui était assez généraliste sur Faro. Hein. Je crois qu'il expliquait tout simplement que. Enfin, en gros, il allait target des utilisateurs de l'EMWARM, ce qui est très malin. Et il leur disait voilà, je sais que j'ai vu que vous faisiez de la prospection. Voilà, nous, on a tel outil qui vous permet de faire telle chose. Et dans sa relance, il est allé un petit peu plus loin. Là, on voit qu'il parle des filtres, en l'occurrence les filtres pour les sociétés qui ont levé des fonds, celles qui sont en croissance, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filtres sur Faro, donc il aurait pu parler d'autres filtres. Mais ça permet en fait de justifier une relance. Un autre cas de figure qu'on va avoir, c'est l'intégration. En fait, on a pas mal d'outils, surtout encore une fois dans la tech, dans les SaaS, on a pas mal d'outils qui s'intègrent avec d'autres outils de la stack déjà existante de son prospect. Et l'idée, c'est de montrer qu'on s'intègre à ces solutions. Que le prospect n'a pas, c'est dans le cas où il serait intéressé, il n'a pas à réfléchir lui-même à une manière de lier les deux outils, de mettre en place des Zapier, des mecs, etc. Et ça a plusieurs intérêts, parce que déjà, on montre au prospect qu'on s'est renseigné sur lui. On a un deuxième déclencheur en cours de séquence. Donc, pour rappel, un déclencheur, c'est un élément qui justifie la prise de contact, qui légitime le message qu'on pousse et qui montre finalement qu'on a fait ses devoirs. Et puis, comme je le disais, ça peut débloquer des objections, notamment liées à la multiplication des outils. Donc là, on peut se renseigner, par exemple, sur les CRM que la personne utilise, sur les technologies qu'elle utilise en termes de canaux d'acquisition. Donc là, l'exemple que j'ai mis, voilà, c'est salut Flavien, j'ai vu que tes équipes utilisent HubSpot. Drop Contact, il s'intègre nativement dans HubSpot. Ça permet d'enrichir tes fiches contact et entreprise.
est-ce que tu veux que je te tourne une vidéo pour te montrer ce que ça donne? Voilà, je précise que c'est une séquence fictive, hein, c'est pas une vraie séquence de drop contact. Mais pour le coup, Drop Contact s'intègre vraiment avec HubSpot. Et donc, ils ont tout intérêt à aller target en amont dans leur segmentation des boîtes qui utilisent déjà HubSpot pour pouvoir faire remonter cette info à l'occasion d'une relance. Est-ce que c'est clair là-dessus? Ouais, c'est hyper cool, je trouve, les trucs sur les technologies. Parce que comme tu l'as dit, en fait, tu justifies ton approche. Tu t'es renseigné sur le prospect, tu sais qu'utiliser un certain logiciel, donc tu vas t'appuyer là-dessus en disant que toi, tu peux apporter une plus-value à sa stack déjà existante. Ben, la relance, elle est totalement justifiée, elle ne sera jamais mal prise par le prospect. Bien au contraire, il va se dire limite comment il a fait pour savoir ça, ou alors il est bien renseigné. Je vais prendre un temps pour lui répondre, voir ce qu'il propose parce que c'est exactement ce que je fais, ou alors ce que j'ai besoin, ou en tout cas, il me connaît bien ou il connaît mon entreprise. Donc là, tu ne peux pas plus justifier que tu le fais avec une relance comme ça. Ouais, carrément. Et je trouve que des fois, on a peur de le faire parce que, justement, comme tu le disais, ça montre qu'on s'est renseigné. Il y a des gens qui ont peur de le faire par peur qu'on leur pose la question comment ils le savent. Tu vois, c'est comme les questions comment est-ce que vous avez trouvé mon email? Et pour faire une petite parenthèse là-dessus, je pense que c'est toujours intéressant de jouer la carte de l'honnêteté. Tu es dans une démarche commerciale, tu es équipé pour être dans une démarche commerciale, tu as des outils qui te permettent de trouver des adresses mail à partir d'un nom, d'un prénom, d'une entreprise. Donc, autant jouer carte blanche là-dessus. Et ça concerne aussi, du coup, les outils qu'on pourrait utiliser pour savoir quelles sont les technologies utilisées par nos prospects. Donc là, en l'occurrence, le CRM. Et on va continuer du coup avec le côté multicanal. Donc comme je vous le disais, en fait, le simple fait de faire du multicanal, ça vous oblige à faire des relances parce que vous allez tenter votre chance sur un autre canal. Euh, Là-dessus, moi, généralement, je joue la carte de la simplicité. Donc, pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer directement un exemple. Voilà, bonjour Flavien, j'ai tenté de vous joindre par email sans succès. Et là, je précise à minima le mail, l'adresse mail depuis laquelle j'ai envoyé mon message. En voyant que vous étiez sur LinkedIn, je tente ma chance, je vous explique. Alors là, je l'ai coupé le message, hein, c'était encore une fois, je crois que c'était une séquence qui avait été partagée sur Adbone House. Mais en gros, l'idée, c'est que je justifie ma prise de contact. Je dis, voilà, je vous ai contacté par email, via telle adresse. J'ai pas eu de réponse. Donc, je retente ma chance ici. Généralement, je veux reprendre les éléments que j'ai déjà donnés, que j'ai déjà donnés dans mon mail. Et je veux simplement les adapter pour être un peu plus concis. Alors, généralement, moi, dans mes cas précis, ce qui se passe sur du multicanal, c'est que ça commence par du mail. Si j'ai pas de retour, je tente ma chance sur LinkedIn. Si je suis sur LinkedIn, évidemment, ce que j'ai dit dans mon call d'email, je veux le répéter, mais de manière beaucoup plus concise, hein, de par le côté messagerie de LinkedIn. Mais ça suffit à justifier ma relance. Derrière, je repose ma question, j'amène à nouveau mes éléments de manière plus concise, et j'ai déjà assez de relance. Au-delà de justifier une relance, ça a plusieurs intérêts parce que déjà, on montre aux prospects qu'on est persistant. Comme je le disais tout à l'heure, il y a certains prospects qui sont sensibles à ce côté détermination. C'est aussi plus crédible. Nous, on est dans la prospection, donc la plupart des gens qui sont dans la prospection ont fait du multicanal, etc. Mais en fait, dans les faits, il y a quand même, c'est pas encore la façon de prospecter la plus utilisée, le multicanal, hein. La plupart des séquences qu'on voit, que je reçois personnellement, ça reste du single canal. Et puis surtout, comme je l'expliquais tout à l'heure, on multiplie les chances que le prospect réagisse. On cherche à trouver le canal sur lequel il est le plus présent. Il y a certaines cibles qui vont être plutôt présentes sur du LinkedIn. Pour d'autres, c'est l'inverse, elles répondent plutôt par mail. J'ai eu le cas dernièrement d'une séquence sur du public, tu vois, où j'allais cibler de l'administration publique. Ces personnes-là, je me suis vite rendu compte que par LinkedIn, ça réagissait assez peu. Si j'avais fait une séquence full LinkedIn, j'aurais eu très peu de réponses. Le fait de varier les canaux, ça me permet d'aller les chercher sur du mail et d'identifier que c'est là-dessus qui sont le plus réactifs.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai un petit truc aussi que j'utilise qui est pas mal pour un peu justifier ton approche sur LinkedIn et en fait leur dire que tu vas les contacter sur LinkedIn. C'est qu'à la fin d'un email de relance, avant de passer au multicanal, tu mets un petit PS, tu préfères qu'on discute sur LinkedIn, dis-le moi et je t'ajoute. Même si la personne ne répond pas, derrière, tu lui envoies un petit message LinkedIn, tu dis peut-être que tu es plus présent sur LinkedIn, et tu vois, tu leur as mis un petit clin d'œil en mode, il sait que tu vas le contacter si Mm. tu mets un truc comme ça, et ça permet un peu de le préparer, tu vois, en mode, bah, si tu me réponds pas, t'inquiète pas, je vais venir sur LinkedIn quoi qu'il arrive, tu vois. Je trouve que c'est pas Mm. trop mal, ça fonctionne bien. Ouais, c'est pas mal. Bah, ça te permet de faire le pont de. Ça te permet de faire le pont entre ton email et ta note d'invitation sur LinkedIn. Puis après, idéalement, si tu réutilises encore un élément comme celui-ci, là, j'ai tenté de vous joindre par email, en redonnant l'email, ça te permet de compléter ton pont jusqu'au message LinkedIn. Donc, ouais, carrément, carrément. Alors, pour le prochain exemple, c'est pas tant au niveau du message, c'est plus encore une fois au niveau du canal et surtout du format avec les vocaux. Les vocaux, ils sont encore assez peu utilisés et pourtant, c'est assez facile d'en faire. Et la Growth Machine, maintenant, c'est aussi disponible sur Lemlist. Et puis, en fait, surtout pour moi, l'intérêt d'un vocal, c'est que, bah, en fait, si tu l'as pas écouté, tu sais pas de quoi il s'agit. C'est comme une vidéo longue. Et en fait, ne serait-ce que par curiosité, t'as envie de l'écouter. Tu vois pas l'aperçu du message, donc tu peux pas directement le catégoriser prospection. Tu as envie de l'écouter. Ça donne un aspect plus crédible, plus humain à la prospection. Après, sur les vocaux, j'ai pas mis d'exemple, hein, mais l'idée, c'est d'être très court, très concis. On peut l'utiliser soit pour pousser un bénéfice ou des fonctionnalités différentes, soit pour faire une relance. Moi, je peux m'en servir, par exemple, pour faire des relances très classiques, hein. Tout à l'heure, je disais qu'on cherche à éviter d'avoir trop de relances du type Salut Flavien, est-ce que tu as bien reçu mes messages? Par contre, je me l'interdis pas. Tout particulièrement, je trouve que c'est intéressant de le faire, tu vois, après le message sur lequel vraiment tu sais que tu as la chaîne bombe, sur lequel tu sais que c'est l'élément le plus important de ta séquence, il est là. Bah, juste après, tu n'as pas eu de réponse. Tu peux faire une relance classique et voilà, Flavien, est-ce que tu as bien reçu mon message? Si je peux le faire avec un vocal, c'est encore mieux. Voilà. L'idée, c'est d'avoir autre chose que du texte et d'attiser la curiosité de son prospect. Je sais pas si tu utilises un peu les vocaux, toi, Flavien? Pas, je l'ai testé comme ça sur les campagnes quand LGM du coup avait sorti la fonctionnalité. Après, j'utilise plus la vidéo des looms comme ça que des vocaux Ouais. spécifiques. Mais c'est vrai que ça c'est puissant et ça change. Mais plus, j'utilise pas quotidiennement, mais c'est vrai que j'avais testé et ça fonctionne assez bien. Après, c'est toujours pareil à tester suivant ses personas. Il y a des personnes qui sont plus réceptifs ou d'autres. Mais ça, comme tu dis, dès que tu dénotes, de toute façon, tu envoies une vidéo, tu envoies un vocal. Ben, quoi qu'il arrive, tu as envie de regarder ce que le prospect, enfin, ce que la personne t'a préparé, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que comme je le disais, là, l'exemple de la vidéo, je vais pas en parler, mais ça fait partie de ces choses aussi où c'est pas tant sur le message, mais plus sur le format. Si par exemple, moi je tourne un loom pour toi, Flavien, et que tu vois que je suis sur le message, que je suis sur le site, pardon, de Faro, ça peut attiser ta curiosité parce que tu vois que c'est une vidéo qui est personnalisée, mais tu sais pas de quoi il s'agit. Donc tu peux vouloir l'ouvrir. Clairement. Sur le prochain exemple, ouais, la fin de séquence. Alors moi, ça marche très bien pour moi. Ça, généralement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait plus ou moins bien, par contre. Moi, ce que j'essaie de faire en fin de séquence, c'est de toujours prévenir mon prospect que c'est mon dernier message. Qu'à partir de là, ok, c'est bon, je te lâche, je t'écris plus. En fait, le simple fait de faire ça, parfois, ça peut suffire à déclencher une réponse. Peut-être que c'est le fait de donner un côté un peu plus humain. Et puis surtout, la personne se dit, bah voilà, en fait, si j'ai peut-être une opportunité, j'ai peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose pour moi. Si je réponds pas maintenant, je répondrai jamais. Voilà, tu peux faire à ce moment-là une hypothèse, dire bah voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, si par exemple moi je fais l'hypothèse, je dis bah voilà, tiens Flavien, c'était pas le bon moment pour contacter. Moi la réponse derrière que j'aimerais bien obtenir, c'est que tu me dises bah ouais Flavien, effectivement c'est pas le bon moment. En ce moment c'est la fin du Q1, c'est chargé. Par contre, est-ce que tu peux me recontacter dans 3 semaines? Ça, pour moi, c'est la réponse parfaite parce que bah, déjà, j'ai l'info pourquoi mon prospect ne m'a pas répondu jusqu'à maintenant. Euh, j'ai euh, j'ai une date à laquelle il me propose de le recontacter, en 3 semaines. Donc, tu vois, si je reviens vers toi dans 3 semaines,
ma prise de contact, elle va être tout à fait justifiée parce qu'on a déjà échangé. Et puis là, à ce moment-là, ça peut se transformer en quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir exploiter. Souvent, ce qu'on voit aussi sur ces messages il y a plusieurs choses qu'on voit. Souvent aussi, on voit, tu sais, les trucs. Si vous ne m'avez pas répondu jusque-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et tu sais, tu mets trois, quatre options comme ça. Moi, personnellement, je trouve que ça a été un peu surexploité, ça, donc ça perd un peu en efficacité. Mais si c'est fait intelligemment, ça peut aussi fonctionner. Tu vois, tu te dis, tiens, Flavien, pourquoi tu m'as pas répondu jusque-là? A, parce que j'ai pas le temps. B, parce que ça m'intéresse pas. C, etc., etc. L'idée, en fait, c'est de mâcher le travail à la personne, qu'elle n'ait pas à réfléchir, qu'il n'est pas à trop rédiger. Vraiment, de toute façon, de manière générale, sur la prospection, ce qu'on veut, c'est que le travail soit mâché. Et quand on pose des questions, on veut que la personne puisse y répondre simplement, parce que potentiellement, elle n'a juste pas le temps de te répondre. Donc, si tu veux qu'elle réponde, il faut qu'elle puisse y répondre simplement. Voilà, le fait d'ajouter des options comme ça peut être intéressant. Ce qu'on peut faire aussi, moi je trouve que ça fonctionne rarement, mais parfois ça fonctionne quand même, c'est demander au prospect s'il a un meilleur contact. Euh, Tu vois, si je te dis, voilà, Flavien, si c'est pas toi, est-ce que tu peux me mettre en relation avec quelqu'un d'autre? Ça fonctionne rarement, mais par contre, quand ça fonctionne, c'est vraiment super efficace parce que derrière, tu peux aller contacter cette personne tierce. Et là, tu as une très bonne raison d'aller la contacter. Et puis en plus, dans ton message, tu vas dire, je sais pas moi, bonjour Flavien, Alexis m'a recommandé de te contacter. Toi, tu vas avoir ça directement dans l'aperçu de l'email avant même de l'avoir ouvert. A priori, tu peux avoir des super taux d'ouverture et surtout de réponse sur ce type d'email. Il y a une autre option, moi je ne l'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler, apparemment très efficace. C'est le fait de faire cette méthode, hein, de demander au prospect s'il a un meilleur contact, mais d'aller un peu plus loin en ayant identifié en amont des contacts. Tu vois. Si je te dis, tiens Flavien, c'est peut-être pas la meilleure personne pour en discuter. Est-ce que tu penses que Alexis serait un meilleur point de contact? Puis derrière, pareil, l'idée là, c'est que tu peux me répondre facilement, oui, c'est lui, ou non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et pareil, derrière, j'ai une raison qui vient légitimer ma prise de contact avec cette personne tierce. Ouais, c'est vrai, c'est hyper intelligent parce que pareil, tu pré-mâches le travail, toi tu as identifié deux personnes à cible à l'entreprise, si c'est pas lui, c'est peut-être l'autre. Et si tu as visé juste, bon, la personne, ça va être très rapide de lui dire oui, c'est lui, ça lui décharge la patate chaude en plus. Toi, tu as une raison pour le contacter, donc c'est vrai que c'est assez intelligent. J'ai pas testé non plus, Ouais, mais c'est vrai à tester. Ouais. ouais, c'est intelligent. Bah, ça demande forcément plus de taf en amont, plus de taf sur la segmentation, etc. Mais ça se fait, hein, et ouais, c'est assez redoutable. Clairement. Euh, Il y a un autre exemple dont je voulais vous parler, que moi personnellement j'utilise très peu, mais c'est un exemple qui existe, donc je vous le montre quand même. Attends, excusez-moi. Là, oui, c'était l'exemple que je vous donnais pour la fin de séquence, hein. On en a déjà parlé, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Ouais, je voulais parler de l'humour. Ça, pareil, c'est un exemple. C'est, je crois, Vincent Robin qui l'avait partagé sur une séquence de Albert House. Quelque chose que lui utilise beaucoup, c'est l'humour. Là, c'est à travers des mèmes. Ça peut fonctionner dans certains cas, dont j'en parle ici. Moi, personnellement, je trouve que l'humour, ça peut être vite assez casse-gueule parce que, en fait, je pense que si tu fais de l'humour, il faut vraiment que tu sois bon. Ça peut vite être à double tranchant. Moi, je trouve que souvent, quand il y a de l'humour dans la prospection que je reçois, c'est vite assez lourd, donc c'est un peu contre-productif. Mais ouais, voilà, dans certains cas, si tu maîtrises bien les codes, si tu connais bien ton industrie, tu vois, par exemple, tu vas pas envoyer des mèmes sur une cible ultra corpo. Si tu as une cible plus startup, pourquoi pas? Voilà. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser de l'humour, Ce qui est intéressant avec le mème, c'est que c'est une image, donc pareil, ça change au niveau du format. Là, en l'occurrence, tu vois, il essayait de jouer un peu sur le côté proximité et sympathie du truc. Et ouais, il y a deux relances dont je voulais parler, que j'ai pas ajouté dans la présentation, j'y ai pensé après, Flavien. Mais comme je le disais, ouais, enfin, je crois que j'en ai déjà parlé de celle-là, mais la relance vraiment classique. Est-ce que vous avez bien reçu mon message? En fait, souvent, quand on rigole des relances qui sont pourries, on prend celle-là en exemple. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter à la poubelle à tout prix. Moi, tu vois, je m'autorise ce genre de relance une fois par séquence. Parce que parfois, ça peut suffire à générer des réponses. En plus, c'est très court. Tu vois, c'est particulièrement adapté sur LinkedIn où tu cherches à être très court et très concis.
Comme je le disais, c'est bien de le faire juste après le message sur lequel on drop vraiment l'info qui est la plus importante. Ça peut être très efficace. L'idée, c'est de pas avoir, je sais pas, une séquence de 5 messages où tu donnes toutes tes infos sur le premier message et après, c'est est-ce que vous avez bien reçu le message? Je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez pu prendre le temps? Tu vois, ça, ok, ça c'est super relou. Mais si tu le fais une fois et que c'est bien amené, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est une relance simple que tu peux faire sur quasiment chacune de tes séquences. Et j'ai un autre exemple aussi, encore, alors ça sera le dernier cette fois-ci, à vous donner. Pareil, sur un épisode de Outbound House qui n'est pas encore sorti, que j'ai tourné hier. Et du coup, mon invité, il m'a montré un truc que je fais pas et qui est assez sympa de faire. Surtout si jamais vous réexploitez pas vos leads qui ont pas répondu à vos séquences. Mais lui, en gros, ce qu'il me montrait, c'est qu'il fait des relances à J plus 100, 100 jours plus tard. En fait, là, il demande, si la personne lui a toujours pas répondu, il lui demande si c'était un meilleur moment pour en discuter. Et bah, j'ai trouvé ça assez intelligent parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Je trouve ça assez crédible en termes de prospection. Et puis, ça coûte rien de plus, en fait. Tes prospects sont déjà là, ta séquence, elle est déjà là. Si tu peux repêcher quelques prospects avec ce type de message, c'est pas mal. Donc, moi, personnellement, je veux le tester, voir un peu ce que ça donne. Ouais, franchement d'accord avec toi là-dessus, Florian et en plus ça répond bien je trouve, c'est hyper classique. Pareil, moi je me l'autorise régulièrement dans les séquences parce que ça répond bien au pain de c'était pas le moment T. Ça se trouve dès le premier email, mais tu as tapé dans l'œil du prospect, mais il était en grosse réunion, il avait une problématique, X ou Y. Bah, avec sa relance, il dit: «Putain, c'est vrai, j'ai reçu ce mail-là, bah, c'est le moment, je vais y répondre maintenant», tu vois? Parce que là, à ce moment-là, il a le temps pour y répondre et je sais pas toi, mais quand tu utilises, en vrai, tu reçois quand même beaucoup de réponses, «Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de répondre à ce premier mail» et elle fonctionne toujours malgré sa simplicité apparente. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça pour la relance classique. Et puis pour la relance à J plus 100, là, c'est plus dans le cas où, comme je le disais tout à l'heure, tu as des prospects, bah, ils répondent pas à un instant T parce que voilà, ils ont une réunion, parce que ci, parce que ça. Et là, tu fais tes relances, je sais pas moi, à J plus 4. Mais ça arrive en fait qu'il y ait tout simplement des fois des périodes entières. Voilà, je sais pas moi, t'as quelqu'un qui travaille sur un projet pendant un mois, vraiment, il est au charbon pendant un mois. Euh, En fait, ta séquence, généralement, elle va pas durer plus d'un mois. Le fait de faire une relance à J plus 100, mais ça peut être, je pense, à partir du moment où tu ajoutes un mois supplémentaire, c'est intéressant. Bah là, potentiellement, tu tombes sur un instant où la personne, elle est plus dans ce gros projet. Donc ça peut être l'occasion d'en repêcher certains. Ouais, ça, c'est une super idée. Par exemple, même si tu cibles en plus des personnes comme les CTO comme ça, qui travaillent très souvent par sprint de manière très intense, mais si tu tombes sur un sprint, je peux dire que la personne, c'est sûr qu'il ne te répondra pas. Donc le J+1 est super adapté pour ce genre de personnes-là. Ouais, ouais, c'est très vrai aussi pour les agences, tu vois, qui bossent des fois, je sais pas moi, sur des événements où vraiment ils vont être dans le feu pendant une période donnée. C'est très vrai pour tous les business assez saisonniers. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, les experts comptables pendant les périodes fiscales vont être Ouais, très occupés. Bon, le problème, c'est que les périodes fiscales, ça dure longtemps. Mais voilà, sur les clôtures de comptes, etc., ils vont être très occupés. Donc, évidemment, tu vas éviter tout simplement de les adresser à ce moment-là. Mais voilà, tu as certains types de business saisonniers où ça va être plus compliqué de tomber à chaque fois au bon moment. Donc, tu peux avoir ce type de relance. ouais, clairement. Mais tu as Juan dans le chat qui dit qu'il lui, il utilise du coup la relance J+1 qui marche très bien. Et c'est vrai qu'il y a un truc pas bête qu'il dit du tout, c'est de préciser avec exactitude quand est-ce que l'avait contacté pour la dernière fois. C'est vrai que ça, c'est pas mal du tout. Ça te Ouais, permet vraiment bah de ouais, justifier. carrément. En plus, ta pugnacité aussi. Tu la justifies en disant, mais je t'ai pas oublié, tu es toujours de mon pipe, etc. C'est vrai, du coup, c'est validé. On va la tester. Ouais, ouais. Bah, ça, en termes de détermination, c'est fort, ouais. Mm. Eh ben, écoutez, on a fini pour les exemples. Je vais vous récapituler tout ça un petit peu avec les clés de ce qui fait une relance qui réussit. Et après, on passera aux questions-réponses. Le premier point, comme je disais, sûrement le plus important, c'est de ne pas jouer toutes ses cartes sur le premier email. Ça, c'est vraiment l'erreur classique, hein, mais qu'on voit souvent. C'est dès lors, en fait, qu'il y a un gros mail, dans 99% des cas, c'est parce qu'on cherche à donner trop d'éléments. Souvent, c'est même pas sur la tournure des phrases qui est trop lourde, etc., même s'il y a aussi ça. Mais souvent, c'est juste parce qu'on cherche à tout dire.
on cherche à donner les propositions de valeur, à donner de la preuve sociale, à montrer qu'on a un podcast aussi, à montrer qu'on a une newsletter, machin. Et en fait, tu dis tout, t'as un message qui est indigeste, et derrière, bah, tes relances, t'as plus rien à dire, et t'es obligé de faire que les trucs. Est-ce que t'as bien reçu mes messages, etc. Donc le simple fait de voilà, pas jouer toutes ses cartes sur son premier email ou sur son premier message, bah, ça te permet d'avoir de la matière pour faire tes relances. Ensuite, derrière, bah, apporter de la valeur, hein, c'est à travers les exemples que j'ai montrés avec la ressource, à travers le use case. Il faut que ça apporte quelque chose pour le prospect. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, comme pour les premiers messages. Pas trop parler de soi, mais de s'intéresser à son prospect, lui apporter de la valeur. De pas se répéter. Effectivement, à partir du moment où on se répète trop, ça devient du spam. Bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de préciser. Pareil, rester court et concis. Ça concerne le premier message, ça concerne tous les messages. Voilà, quand bien même on étale les éléments sur différents messages, ça n'empêche pas de rester court et concis. Varier les canaux, varier les formats, ça c'est ce que je vous ai montré avec le multicanal, ce que je vous ai montré avec les vocaux, avec les vidéos, avec les mèmes. Ça permet d'avoir quelque chose de moins linéaire et de casser le pattern un petit peu de temps en temps pour essayer de déclencher une réponse. Et puis enfin, je l'ai remis ici, mais le fait de prévenir vraiment le prospect lorsque vous allez vous arrêter. Moi, c'est très important parce que ça donne une dernière chance au prospect de prendre le train avant qu'il soit trop tard. Ça lui montre aussi, parce que c'est vrai que les relances, même quand elles sont bien faites, bah, au bout d'un moment, même les meilleures relances du monde, si vous dans votre séquence, vous avez 20 relances, il y a quand même un moment où la personne va être un peu gavée. Donc en fait, le fait de le prévenir, je trouve ça pas mal du tout. Et puis comme je vous le disais, ça peut permettre d'obtenir des réponses où la personne te dit bah ouais, en fait, je t'ai pas répondu parce que là, je suis sur un gros projet, mais en fait, recontacte-moi dans 15 jours et puis on verra ce qu'on fait. Et bah, si c'est bon pour vous, je vous propose de poser les questions par rapport à ce que je viens de dire. Et puis on va essayer d'y répondre. Trop cool, merci beaucoup Flo, hyper intéressant. Avec plaisir. J'avais pas mal de questions au fil, n'hésitez pas à les reposer parce que comme il y a eu pas mal de discussions, il faut qu'on les retrouve. Alors, tchac. Ah ouais, j'ai une petite question là que peut afficher de David du coup à l'écran sur les objets des relances. Je vais te Ouais, laisser c'est y intéressant. répondre. Ouais. Ouais, plutôt évoquer les objets de relance. Donc, pour rappel, dans une séquence, tu peux faire deux choses. Soit généralement, sur les outils, tu laisses l'objet vide et ça va reprendre le précédent objet. Tu vas avoir un objet du type deux points, ton précédent objet. Soit tu peux le repersonnaliser à chaque fois. Moi, généralement, le cas typique, mettons une séquence avec 5 messages, je vais utiliser mon premier objet de mail sur les 2 ou 3 premiers messages, et au bout d'un moment, je vais essayer de casser avec un second objet de mail. Et après, le reste, c'est des règles pour les objets. C'est la même chose que pour les objets qu'on aurait sur un premier mail. Rester très simple, rester full minuscule. Ne pas en faire trop avec les variables. Moi, je sais que je le vois beaucoup, mais ça pas très efficace. Des fois, on va ajouter le prénom, le nom de l'entreprise, on va ajouter 4000 trucs qui apportent rien. Pour moi, l'idée d'un objet de mail, c'est qu'il en dise suffisamment pour que le prospect sache à quoi s'attendre, mais pas trop non plus pour que le prospect ait envie d'ouvrir le mail, de quelque chose qui attise la curiosité. Mais voilà, généralement, moi, c'est 3 mots, full minuscule. C'est rare que je mette des variables. Et je fais la même chose du coup sur mes relances. Soit j'ai le même objet pour toute ma séquence, soit je casse en milieu de séquence avec un objet de mail différent. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis quand même beaucoup de la team, je garde le même objet sur la même séquence, mais c'est vrai que sur un dernier mail, tu peux tester des objets. Mais après, je trouve que c'est dur à AB tester parce que quoi qu'il arrive, l'ouverture, elle chute mail après mail. Donc je trouve que c'est dur à AB tester en fait, sauf si tu as un regain d'ouverture ce mail-là, si en fait l'objet a vraiment une différence ou pas, quoi. Ouais, tu peux analyser message, faire 2 séquences, une où tu changes pas l'objet de mail et une autre où tu la changes et tu regardes sur ce message précis lequel a le plus d'ouverture. Mais après, tu commences à arriver sur des trucs assez détails, donc tu as besoin vraiment de beaucoup de volume pour pouvoir AB tester ce genre de choses. Ouais, c'est vrai.
Une question du coup de Sadio aussi. Tu conseilles combien de relances si le prospect ouvre la séquence? Ouais, s'il ouvre la séquence, bah en fait, qu'il ouvre ou qu'il ouvre pas, moi ce que je veux c'est un retour, hein. Donc dans les deux cas, je vais avoir le même nombre de relances. Et j'ai envie de dire, les relances, tant que vous avez des éléments nouveaux à apporter, apportez-les. Maintenant, c'est assez rare quand même les cas où tu puisses aller au-delà de 6 messages sur ta séquence. Après, par contre, je parle pas, j'en ai pas parlé ici, on n'a pas du tout parlé de call call. Sur le call call, c'est différent, hein. Le call call, généralement, je crois que les SDR, ils vont avoir besoin en moyenne de 4 à 5 appels avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Ils peuvent faire ces appels en parallèle d'une séquence qui serait sur LinkedIn et sur du mail. Donc à ce moment-là, je comptabilise pas ces tentatives d'appel. Mais ouais, généralement, moi 5 ou 6. C'est rare que tu aies énormément de choses à apporter en plus après. Et puis, au bout d'un certain temps, comme je le disais, quand bien même tu apportes de la valeur, tu vas vite être sur un truc un peu relou pour le prospect. Yes, franchement, d'accord avec ça. T'as Mathieu aussi, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué sur les fréquences. Quelle fréquence de font les relances? C'est vrai qu'il y a toujours sur cette question-là. Est-ce qu'on attend J plus 4, J plus 5, J plus 6, J plus 3? C'est quoi ton avis toi là-dessus, Flo? Ouais, alors, de manière classique, je vais être sur du 3-4 jours entre chaque message, en sachant que je ne veux pas adresser mes prospects le dimanche ou des fois pas le week-end du tout. Après, il y a certains cas, tu vois, où je vais mettre. Ça peut être intelligent de jouer en mettant juste un jour d'écart, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, si je suis sur LinkedIn, que j'ajoute un petit message qui fait référence à mon précédent message, j'ai un message, tu sais, des fois où je mets juste un PS. Tu vois, PS, je te donne une phrase, une information importante. Ça, j'aime bien jouer et puis le mettre avec simplement un jour d'écart. Mais voilà, sinon, de manière globale, plutôt 3-4 jours. En fait, l'idée, c'est déjà de laisser le prospect un peu le temps de te répondre, de pas être trop collant, mais de pas être non plus trop long parce que sinon, en fait, il aura zappé déjà ton premier message. Je trouve que 3-4 jours est le juste milieu pour ça. Après, voilà, ça teste, mais moi, personnellement, assez classique là-dessus. 3-4 jours, c'est ce que la plupart des gens font. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi, parce qu'on a tous déjà reçu aussi une séquence où dans la même semaine, on reçoit 3 mails du prospect, souvent en plus avec un copywriting qui est moyen. Et là, on passe vite du moment Ouais, où on c'est est saoulé, ça. quoi. Bah, on vous pardonnera moins si déjà si le message est pas bon et en plus que vous avez une cadence qui est ultra élevée, ça fait mal. Ouais. Il y a une question de Roxane qui est un peu plus généraliste. Tu considères que c'est quoi un bon taux d'ouverture et un bon taux de réponse? Ouais, bah, bonne question. Là-dessus, c'est vrai que j'ai pas la même réponse que j'aurais eu il y a 3 ans, tu vois, parce que ça a quand même beaucoup changé. C'est plus dur d'avoir des bons taux de réponse aujourd'hui. Mm. Simplement, avant de répondre à la question, je voulais juste dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est les opportunités et les deals signés. Un bon taux d'ouverture, c'est nécessaire. Un bon taux de réponse, c'est encore plus nécessaire. Mais à la fin, ce qui vraiment va compter, c'est les deals signés. Maintenant, sur un bon taux d'ouverture, je sais pas, moi, je veux dire, à partir de. Allez, au-dessus de 70-75, ça commence à être pas mal. Tu vois, il y a 3 ans, je t'aurais dit 80-85. Là, je suis un peu plus en dessous parce que bah, déjà, il y a plus de prospection. Puis aussi, c'est un peu plus dur qu'avant à être vraiment carré d'un point de vue délivrabilité. Et sur le bouton de réponse, pareil, avant, je sais pas pourquoi, mais on parlait toujours du atteindre 40%. Tu vois. C'était la métrique à avoir, 40%. Ça veut pas dire que c'est plus possible, hein. Encore une fois, tout est question de segmentation. Généralement, plus tu segmentes, plus tu as un bon taux de réponse. Et généralement, quand tu vois sur LinkedIn les use cases avec des très bons taux de réponse, bah, tu te rends compte que, en fait, il y a eu beaucoup de taf en termes de segmentation, que souvent, c'est des petits batchs. Quand tu vois des campagnes à 45% de taux de réponse, c'est rare que ça soit sur des batchs de 500 personnes. Ou alors, tu as un lead magnet. Et ça, c'est encore un cas un peu différent. Mais en tout cas, sur une séquence, on va dire, classique, pour moi, aller à partir de 25, tu commences à avoir quelque chose de pas trop mal. Ouais, Mais par contre, t'as des bonnes stats, hein. ouais, 25, c'est pas mal. Mais en fait, par contre, ce que je voulais préciser, c'est que
j'ai des campagnes dont je suis très content, qui vont apporter du business, où des fois j'ai 15% de taux de réponse, tu vois. Et je me dis pas, ah ouais, j'ai 15% de taux de réponse, la séquence elle est éclatée, je la jette. Si ça me ramène si ça me ramène des opportunités, ça me ramène des opportunités, tu vois. Et peut-être il y a quelques petites choses à ajuster, mais voilà. En fait, on fait pas des campagnes pour moi en tant que freelance, mes clients ils viennent pas me voir pour avoir un max de réponses. Ce qu'ils veulent, c'est un max de rendez-vous, des opportunités derrière. C'est encore plus vrai sur, tu vois, sur certains business où forcément tu vas avoir des cibles sur lesquelles ça va être plus compliqué d'obtenir des réponses. Tu vois, sur des grands comptes où tu as besoin d'introduction, etc. Tu sais que tu vas avoir moins de réponses, mais par contre, que dès que tu signes, c'est des contrats à 6-7 chiffres. Sur ce type de campagne, t'as jamais des 45% de réponses. Ça n'arrive jamais. Mais par contre, le peu de réponses que tu as, si derrière tu as une intro, voilà, parfois il suffit de générer 2-3 meetings et ça suffit à justifier le verrouil de la campagne. Ouais, clairement. Moi, là-dessus, je différencie aussi beaucoup le type de campagne que c'est. Je sais que j'aurais pas les mêmes attentes sur une campagne pure cold email qu'une campagne multicanal ou une campagne pure LinkedIn. C'est qu'une campagne LinkedIn, les taux de réponse, tu peux facilement approcher les 40-50% avec une belle liste. Sur une campagne de Ouais, cold email, c'est vraiment, il faut que tu aies une liste de 15 personnes ultra segmentées pour atteindre ces stats-là, sinon ça sera plus du 20% où je peux considérer que la campagne est en tout cas pas à jeter, quoi. ouais, complètement vrai, ça dépend des canaux. Sur LinkedIn, voilà, t'as aussi le taux d'acceptation en amont qui va beaucoup jouer sur le reste de tes stats. Ouais. Donc c'est pareil, sur le taux d'acceptation, on va essayer de viser, je sais pas moi. Je crois que la moyenne, tu dois être, en moyenne, ça doit être 30% pour sortir une stat un peu généraliste. Donc on essaie de passer les 40%. Et pareil, voilà, ça dépend de la segmentation, ça dépend. Si tu bosses sur des cibles qui te connaissent déjà, évidemment, ça va être plus simple d'augmenter cette stat. Mais en tout cas, il faut chercher à l'optimiser. Yes, clairement. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. On peut des questions de Mathieu, on peut y répondre à la volée. Est-ce que tu automatises tes relances sur par quel outil? Bien sûr, je conseille du coup Ouais, d'automatiser au maximum. Donc toi, tu utilises quel outil, toi, Flo? ouais, évidemment, tout est automatisé. Après, juste pour faire la petite parenthèse, si vraiment vous avez jamais fait de prospection, moi, je conseille dans un premier temps de le faire de façon assez manuelle. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas de façon manuelle à obtenir des réponses, c'est pas en automatisant que tu vas en obtenir. Donc, c'est bien aussi de pouvoir faire ses armes parfois de manière un peu plus manuelle sur des volumes plus faibles pour se faire les dents avant d'aller arroser la terre entière. Mais sinon, moi, évidemment, oui, j'automatise mes relances. Et moi, les deux gros outils avec lesquels je travaille principalement, c'est Lemlist et la Growth Machine. Donc assez classique là-dessus. Yes, pareil de notre côté. Tiens, il y a une question de Jean-Philippe qui est intéressante. Quel est le taux de bounce max? Le taux de bounce max Je dirais que à c'est pas dépasser. ouais, je pense, ouais. Je pense que dans ces campagnes. J'aurais du mal à répondre précisément parce qu'en fait, en soi, tu peux. Enfin, c'est juste que ça va impacter ta délivrabilité et qu'au bout d'un moment, ton mail, tout va passer en spam, donc tu vas devoir changer de domaine. Sur le taux de bounce max, vraiment très Je sais que faible, nous, on hein. a une Moi, stat de j'aurais tendance à. 5% grand max, ouais. Grand max Ouais, 5. 5% déjà, ça me paraît élevé, tu vois. J'aurais dit même 2-3, mais là-dessus, je pourrais pas de réponse avec précision. Moi, j'essaye au maximum de vérifier tous mes mails, hein. Je les vérifie avec des outils comme Scrubby. Généralement, j'adresse même pas les catch-all parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un LinkedIn et dans ma séquence, si j'ai pas un mail sur lequel je suis 100% sûr, ça part en LinkedIn. Je sais qu'il y en a qui mettent des fois, tu sais, qui jouent avec qui se disent, OK, je peux avoir 30% de catch-all, je tolère ça pour ma délivrabilité. Bon, tu peux aussi jouer avec ça, mais en tout cas, c'est important de vérifier ces mails. Ouais, franchement, j'aurais pas dit, mais moi, je suis pareil que toi, j'enlève tous les catch du coup pour assurer la délivrabilité. Nous, on a tendance à dire chez Faro, pas plus de 10%, parce que sinon, ça peut quand même vite impacter défavorablement votre domaine. Et double vérifier, tu as parlé de Clubby, on Ouais, a Zero Bounce aussi, toujours double vérifier ses emails avec le premier provider, super important pour ouais, réussir. ouais, c'est ça. Et puis c'est important aussi. Moi, généralement, sur les prestations que je propose, dans quasi tous les cas, je vais utiliser un domaine dédié à la prospection, hein. Je n'utilise pas le domaine principal. Parce que quand bien même tu prends toutes les précautions possibles, tu as toujours un risque. Et si jamais mon client derrière, bah, quand il envoie ses devis ou quand il parle
quand les collègues échangent, etc., que les mails passent en spam, là, c'est vraiment problématique. Et là, ça va être compliqué de rectifier le tir. Tandis que si j'utilise un domaine pour ma prospection, évidemment, je veux travailler la délivrabilité, évidemment, je veux le warmer, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est jamais à l'abri. Et si c'est le cas, bah, voilà, il suffit, je rachète un domaine et c'est pas très grave. Yes, d'accord avec toi là-dessus, Flo. Je sais pas s'il y a des dernières questions. On arrive à du temps. Vous avez promis 1 heure de live, donc on est bon au niveau timing. Si vous avez une ou deux dernières questions, on peut y répondre avec plaisir. Ben, sinon, on va vous laisser. N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que toi, Flo, tu as un petit mot de la fin sinon? Bah, le mot de la fin, bah, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Florian Rosotte. Si vous voulez voir un peu ce que je fais sur Outbound House, vous pouvez aller sur outboundhouse.substack.com et vous aurez des exemples avec des experts qui partagent l'une de leurs séquences, très concret. Et puis, ouais, voilà, si vous avez des questions, contactez-moi, avec plaisir. Et puis surtout, merci à toi, Flavien, de m'avoir proposé de participer sur ce webinaire. C'est le deuxième que je fais avec Faro, c'est toujours un plaisir. Voilà, moi j'aime bien Faro, j'aime bien l'équipe, donc avec grand plaisir de faire ça. Merci à toi, Florent. C'était toujours un plaisir aussi d'échanger avec toi et que tu nous apportes ton expertise. Puis aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Faro, vous pouvez essayer Faro pendant 15 jours pour créer vos listes avant de faire du copywriting et des relances. Ben, bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Pour y répondre aussi, vous aurez le replay qui va vous être envoyé et le diapo si ça vous intéresse dès demain. Donc voilà, merci à tous et puis bonne soirée et encore merci à toi, Florian. Merci, ciao, ciao, salut. Ciao.